Ayant travaillé pendant des années en tant que psychologue dans une institution du médico-social, je sais à quel point la question du partenariat famille-institution peut être complexe. Si on regarde un petit peu l'esprit des lois et avec toutes les réformes que l'on a pu voir arriver ces dernières années, il y a une insistance de plus en plus prononcée autour de la question du partenariat entre les familles et les institutions. Pour autant, ça se saurait s'il était question de sortir des lois pour que, de manière un petit peu magique, les choses se mettent en place sur le terrain. La réalité est bien plus complexe que ça, et pour illustrer toute l'étendue de la complexité de ces situations de partenariat, j'ai l'immense plaisir de vous emmener avec moi à la découverte d'une conceptualisation telle qu'elle va vous être présentée par Yara Doumit-Nofal. Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez bien évidemment la découvrir sur un épisode Confidence de thérapeute que l'on avait réalisé ensemble il y a environ 1 an et demi. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Sinon, sachez que Yara est thérapeute de l'individu, du couple et de la famille. Elle est responsable pédagogique à l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication à Lyon et Clermont-Ferrand. Également responsable pédagogique et fondatrice du Lien systémique au Liban. Co-auteur d'un ouvrage dont vous avez déjà bien entendu parler sur cette chaîne, le fameux ouvrage Provoquer le changement, dont je me suis beaucoup servi pour vous présenter des concepts en vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser tout de suite en la compagnie de Yara qui va vous parler de ce continuum qui va du conflit de haute intensité jusqu'à la collaboration complexe avec toutes les étapes intermédiaires pour voir de quelle manière est-ce qu'il est possible de collaborer avec les familles, mais également dans tout type de partenariat de manière générale. Un partenariat est une relation contractualisée, que ce soit un contrat implicite ou explicite, entre 2 protagonistes ayant un objectif ou un projet commun et qui se donnent les moyens pour pouvoir ensemble les atteindre. Le degré d'implication dans un partenariat est très variable. On peut être partenaire et travailler tous les jours ensemble, se voir, se répartir les tâches, discuter et circuler l'information. Comme on peut avoir un degré d'interaction qui est très minime. C'est l'exemple de partenaires qui peuvent se voir, tels que les financeurs et les personnes qui en bénéficient de ce financement, qui peuvent se voir une fois à l'année, et là-dedans, ils font leur bilan, et puis c'est reparti pour une 2e année. Donc quand on est partenaire, ça n'implique pas nécessairement du quotidien, ça n'implique pas nécessairement une grande proximité, mais ça implique un contrat clair entre 2 protagonistes qui visent un objectif commun et où chacun sait spécifiquement qu'est-ce qui relève de sa part et qu'est-ce qui relève de l'autre. Donc on peut parler de partenaires dans un registre très personnel, de partenaires qui sont en couple et qui partagent leur quotidien, comme on peut parler de partenaires dans un registre professionnel, quoique être en partenariat avec un autre protagoniste nécessite la poursuite d'un objectif commun, mais l'inscription relationnelle qu'on peut avoir autour du partenariat n'est pas nécessairement tournée vers la réussite de ce projet commun. Étymologiquement, la collaboration signifie travailler ensemble. C'est l'élaboration en commun d'une solution qui est négociée, co-construite et consensuelle. Alors que la relation d'opposition est une relation entre 2 protagonistes en antagonisme qui sont dans une lutte, une résistance et une force contraire exercée de l'un contre l'autre. En se basant sur les travaux du Dr Reynaldo Perón et Liliana Perón, on peut reconnaître dans l'état d'opposition un état d'égocentrisme où la personne est plutôt portée par une pensée binaire. Moi j'ai raison, l'autre a tort. Dans ce cas-là, c'est très difficile de pouvoir faire le deuil de son propre intérêt, de sa propre idée, et la personne n'est pas capable d'anticiper parce qu'elle attend, comme au jeu des échecs, à chaque fois le pas de l'autre pour le contrecarrer. Et donc, forcément, dans cet état des lieux, le projet commun, il est plutôt mis de côté, il est avorté, au détriment de l'intérêt personnel et de la conviction personnelle. Alors quand on est plutôt dans un état, dans une inscription relationnelle qui tourne autour de la collaboration, nous trouvons plutôt un état d'intelligence collective où la personne est capable de se décentrer de soi, à penser dans une altérité inclusive qui permet d'accepter la différence et de construire avec. Donc quand on est dans une collaboration avec quelqu'un, on sait avec quoi on arrive, mais on ne sait pas avec quoi on sort parce que la décision finale, elle est enrichie
de tous les points de vue et de tous les positionnements, même si initialement ils peuvent avoir des différences. Et donc dans un état de collaboration, l'intelligence collective permet de sortir du cadre, d'innover. Le projet commun est au cœur de la collaboration et donc la responsabilité est une responsabilité commune et partagée, quel que soit le résultat du projet. Aujourd'hui, je vais vous parler du continuum, de l'opposition à la collaboration. Et quand on dit continuum, on voit bien le sas qui peut être d'une étape à l'autre, cette transition relationnelle qui peut fluctuer tantôt plutôt vers la collaboration et qui éventuellement peut, pour des raisons données, revirer vers de l'opposition. Donc dans ce continuum, on va trouver plusieurs stations. Donc le pire qu'on peut avoir au niveau d'un partenariat et du projet commun, c'est le conflit de très haute intensité, le conflit haut niveau. Dans le conflit haut niveau, le conflit est tellement gangréné que la raison d'être, c'est de massacrer l'autre et de nuire à l'autre. Donc dans le conflit de haute intensité, vous avez bien compris, on sacrifie le projet commun parce que si je veux vivre, c'est à condition que l'autre puisse périr. Vient après dans ce continuum le conflit ouvert. Le conflit ouvert, c'est la guerre et tout le monde sait que c'est la guerre. Donc ici, ni l'un ni l'autre ne se privera des occasions où il va lancer des roquettes, agresser, se moquer ouvertement devant tout le monde de l'autre protagoniste pour le discréditer, le mettre à mal. Et dans cet état-là de conflit ouvert, chacun il va se trouver des alliés pour qu'il puisse soutenir auprès de lui sa cause et son positionnement. Après le conflit ouvert vient le conflit latent. C'est un état de tension existant où il peut y avoir des masses basses, des manipulations. Les protagonistes peuvent se cacher derrière une vitrine du politiquement correct, mais véritablement, on sait que même si on se réunit pendant des heures, une fois sorti, rien des décisions ne sera appliqué. Au contraire, ce qui prendra le plus de place, c'est les critiques qu'on peut se faire vis-à-vis de l'autre en venant ressortir tous les points dissonants et de son positionnement, les mots qu'il a pu choisir. Donc, quand on est dans un conflit latent, presque on va à la rencontre de l'autre avec la boule au ventre et avec l'intention de contrecarrer, avec du politiquement correct, de contrecarrer toutes ces propositions. Vient alors l'état de concurrence et de rivalité. Donc l'état de concurrence et de rivalité est un état d'opposition entre deux protagonistes qui prétendent aux mêmes avantages. Ils reconnaissent les qualités et habiletés l'un de l'autre, mais emploient leur énergie à lui contrecarrer ses réalisations et à le dépasser afin de gagner en mérite, de gagner en pouvoir et en territoire. On peut remarquer ce positionnement parfois entre les institutions et les familles, où les professionnels peuvent venir mentionner dans les réunions comment l'enfant, dans la confidence, il a pu dire certaines choses, comment eux, ils peuvent connaître mieux que les parents leur propre enfant et ils essayent de faire valoir ce qu'ils connaissent dans la réunion au détriment de l'avis des parents. Et forcément, certains parents ne se laissent pas faire et puis la réunion devient une réunion de rivalité et de concurrence entre famille et institutions. Au point médian, on va parler de l'implication parallèle. Dans l'implication parallèle, chacun des protagonistes va s'investir de façon parallèle dans la réalisation de la tâche qui lui est dédiée, sans nécessairement beaucoup d'implication, sans nécessairement communiquer énormément avec l'autre, en stipulant que l'autre, de son côté, est tout autant en train de poursuivre la tâche dans la perspective de la réalisation du projet commun. Anecdotiquement, je peux vous dire que quand je suis arrivée en France, j'ai pu découvrir l'implication parallèle quand j'ai inscrit mes enfants à l'école maternelle. Et donc, ayant été dans un système scolaire au préalable où j'étais vraiment investie dans la communauté scolaire, j'ai voulu rencontrer l'instit de mon fils en début d'année pour lui expliquer un tout petit peu qui est mon fils, quels sont ses points forts, comment elle peut s'y prendre avec lui. Voilà, un petit peu de debrief pour une coéducation avec la maîtresse. Et puis la maîtresse me regarde droit dans les yeux et me dit « Écoutez madame, je vous donne rendez-vous au mois de janvier, comme ça le premier trimestre serait passé et je pourrais éventuellement vous recevoir en entretien pour pouvoir construire autour de votre enfant. » Et c'est là où je me suis dit, bon ok, no news, good news, chacun va faire sa vie de son côté.
tant que elle ne me convoque pas, tout va bien. Et tant que moi, je ne vois pas des signaux alarmants à la maison de ce qui pourrait advenir à l'école, tout va bien. Et on a passé l'année dans une implication parallèle. Après ce point médian, on passe à la collaboration. Et dans la collaboration, on peut retrouver, pareil, plusieurs stations. La première, ça va être le réseautage. L'intention principale du réseautage, c'est la mise en commun et la circulation d'une information, d'un renseignement qui pourrait être utile et contributive pour l'autre et pour la poursuite du projet commun. Donc ici, les deux protagonistes communiquent et ils échangent autour de ce qu'ils peuvent avoir comme service, comme ressources, comme opportunité, mais éventuellement, chacun il peut prendre ce qu'il veut et garder ce qu'il veut. Et il n'y aura pas après, ultérieurement, un point autour de « mais pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai demandé » ou « qu'en est-il de ?» Chacun garde sa liberté et son implication. Si on avance un tout petit peu dans ce continuum, on arrive à une inscription relationnelle qui est raisonnablement satisfaisante, qui est la coopération. Dans la coopération, on travaille ensemble. Mais les tâches sont réparties selon les expertises. Chacun va prendre ce qui lui revient en termes de responsabilité, en termes d'expertise, en termes de moyens, et il va constituer sa part du projet. On voit cela dans un fonctionnement d'équipe, par exemple, pluridisciplinaire, où on va voir l'orthophoniste qui va s'occuper de tout le volet qui concerne la communication, la psychomotricienne qui va s'occuper de la motricité, l'éducateur qui va prendre le volet éducatif, et ainsi de suite. Et quand on va constituer un projet commun, au fait, chacun, il va constituer sa part avec les objectifs, les préconisations qui lui relèvent, et la somme, la juxtaposition de l'avis de chacun permettra d'avoir un projet commun. Et donc, éventuellement, on va demander aux parents, quand on est en institution, quel pourrait être leur avis, quitte à, parfois même, certaines institutions vont constituer le projet en laissant une petite rubrique aux parents qu'on va leur soumettre au préalable d'une réunion de co-construction de projet et où on va leur demander de réfléchir ensemble à des objectifs qui leur tiennent vraiment à cœur et qu'on puisse ajouter de façon juxtaposée tout autant dans ce même projet. Donc quand on est dans une réflexion autour de la coopération, quand même on se fait raisonnablement confiance, mais on va donner la métaphore d'un meuble à différents tiroirs. Donc les affaires de chaque tiroir restent dans le tiroir, ne se mélangent pas avec les autres, donc c'est assez cloisonné en termes de responsabilité, en termes de moyens, mais tous font partie du même meuble. Dans une logique de coopération, si ma part est réussie alors qu'il y a une autre part, un autre domaine qui n'a pas nécessairement abouti, ça ne me concerne pas tout autant parce que j'ai ma conscience tranquille concernant ma part du projet. Quand on est dans une coopération, les interactions se limitent au suivi de l'avancement, à la coordination et à l'organisation des moyens, chacun dans sa discipline. Pour cela, on a besoin souvent d'un coordinateur qui veille au bon déroulement et à la circularité de l'information. Donc si on se donne les moyens pour être en coopération, c'est déjà magnifique. Quand on est en institution, par exemple, ce n'est pas tout le temps facile de pouvoir ramener tout le monde autour de la table pour réfléchir ensemble. Donc, une coopération avec un coordinateur qui veille sur l'avancée du projet est indispensable dans les moyens qui sont donnés. Mais si on veut penser encore plus loin, dans une logique qui permet l'émergence de l'intelligence collective, qui permet une vraie co-construction essentielle, où on va se dépasser dans une logique où tout le monde participe de l'élaboration à la prise de décision, à la mise en pratique et à l'évaluation de la tâche commune et de ce projet commun, on va plutôt tendre vers quelque chose qui s'appelle la collaboration complexe. Dans la collaboration complexe, il n'y a pas de répartition de rôle au préalable selon les compétences ni selon les disciplines. Et toutes les personnes concernées par les prises de décision qui seront faites devraient être autour de la table pour réfléchir ensemble, négocier des solutions, répartir les tâches et porter ensemble la responsabilité de A à Z du projet. Et donc, dans une logique
de collaboration complexe, on sait avec quoi on entre, notre propre représentation qui concerne la situation, qui concerne le projet, nos propres moyens, nos propres opportunités, mais on sort avec une construction qui subsume l'individu dans une entité groupale qui permet éventuellement d'aller beaucoup plus loin dans des solutions inédites que personne n'aurait pu deviner au préalable. Ainsi, la responsabilité est globale et collective. Chacun des protagonistes peut se permettre d'entrer en contact avec n'importe quel autre protagoniste autour du projet pour pouvoir circuler l'information, construire ensemble, avancer dans la même logique, se donner des nouvelles, s'ajuster les uns vis-à-vis de l'autre. Et dans cette logique-là, on va pas se retrouver 4 mois plus tard où rien ne s'est passé parce que tout le temps, on est dans un système qui est en train de se réajuster pour pouvoir avancer ensemble. 3 mots-clés dans la collaboration complexe: la transversalité, l'interdépendance et la complexité. Comme vous le remarquez, la collaboration complexe devient une philosophie. Les personnes qui s'y impliquent croient vraiment au résultat, adhèrent au processus et ont un sentiment accru d'appartenance au groupe qui construit ensemble ce projet et qui le mène. Et là, c'est le summum du partenariat. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura intéressé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pu observer dans votre expérience personnelle, soit en tant que parent, en tant que famille, soit en tant que professionnel, vis-à-vis de cette question du partenariat famille-institution. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui s'intéresse à la psychologie et plus particulièrement à l'approche systémique. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.